Donc on va continuer à parler des mouvements de peuple, mais d'une autre manière, d'un point de vue urbain. Donc, bonjour Ovig, vous êtes maître de conférence à l'Université de Tours, membre du laboratoire CITERES. Vous avez pas mal travaillé au préalable sur des phénomènes de gentrification, notamment du côté de Barcelone, si j'ai bien compris, et sur les transformations socio-spatiales contemporaines des quartiers anciens à Barcelone. Et je sais que vous avez notamment publié aux presses universitaires du Mirail à Toulouse un livre intitulé « Changer Barcelone, politique publique et gentrification dans le centre ancien ». Donc au préalable, avant de passer à la présentation du livre lui-même, je sais que vous voulez faire une petite introduction sur l'équipe avec qui vous avez travaillé, notamment nous dire un petit mot sur Mathieu Giroux. Oui, tout à fait. Donc l'ouvrage que nous venons de publier est un ouvrage collectif écrit à 6. Nous sommes 5 enseignants-chercheurs à l'université, Marie Chabrol à l'université d'Amiens, Lydie Launay à l'université fédérale de Toulouse, Anaïs Collet à l'université de Strasbourg, moi-même à l'université de Tours, comme il a été dit, Max Rousseau qui est docteur en sciences politiques et chercheur au CIRAD, et Mathieu Giroux, donc qui était l'un des moteurs de cet ouvrage, enseignant-chercheur à l'université de Marne-la-Vallée, et donc qui a été tué l'an dernier, il y a un an, pendant le massacre du Bataclan. Voilà, donc je tenais à souligner sa présence parmi nous à l'occasion de la sortie de cet ouvrage. Merci. Donc ensuite, pour présenter le livre, en fait, j'ai envie de vous poser une question. Déjà, la gentrification, c'est quoi? Et pourquoi, surtout, ce titre gentrification au pluriel? C'est qui m'a paru, c'est la première chose que j'ai vue en voyant le livre. Tout à fait. Alors le terme de gentrification, c'est un terme aujourd'hui qu'on entend de plus en plus dans la presse, dans les médias, même dans la bouche des étudiants. Et c'est un terme qui désigne, alors sans vous faire un cours sur la gentrification ici, mais rapidement, un processus de transformation des quartiers anciens qui se caractérise principalement par une substitution progressive de classe moyenne, classe supérieure de la population aux classes populaires qui résidaient précédemment dans ce quartier, mais qui s'accompagne aussi d'un certain nombre de transformations urbaines, de transformations commerciales, évolution du paysage urbain, évolution de l'appareil commercial, des pratiques, etc. Voilà. Et donc l'idée du pluriel pour cet ouvrage gentrification, donc avec un S, c'est pas simplement une coquetterie de chercheurs, un artifice un peu littéraire qui consiste à dire le chercheur va toujours vous expliquer que le réel est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. En fait, l'idée, c'était pas tellement cela, c'était plutôt d'aller un peu à contre-courant d'un certain nombre de travaux sur la gentrification depuis les années 90-2000 qui avait tendance à présenter justement ce processus de manière un peu globale, un peu massive. Simplement, je me permets de préciser que les travaux sur la gentrification, en réalité, ils sont relativement anciens, et en particulier dans la littérature américaine et anglaise. Les premiers travaux remontent aux années 60, dans le cas de Londres, aux années 70, dans le cas des villes canadiennes ou américaines, et donc, bien entendu, ces travaux sont beaucoup multipliés à partir des années 90, 2000, y compris en France, mais avec souvent une approche un peu globale, un peu généralisée. Il y a un des ouvrages qu'on cite en introduction qui s'appelle Global Gentrification, qui est un ouvrage qui est paru assez récemment et qui prétend justement faire le point sur la gentrification à l'échelle planétaire. Mais avec une approche un peu rouleau compresseur, c'est-à-dire dans le sens où souvent la gentrification est décrite selon un processus qui serait un peu inéluctable, qui engloberait progressivement tous les quartiers de centre-ville des grandes agglomérations, des grandes métropoles, et puis progressivement descendrait à un niveau ensuite des villes intermédiaires, etc. Voilà. Donc il y a cette idée que la gentrification c'est cette sorte de processus un peu massif qui prendrait souvent les mêmes formes, avec les mêmes types de populations, les mêmes étapes, c'est-à-dire en premier lieu des artistes qui s'installent dans des petits ateliers, et puis les lofts sont progressivement récupérés, et puis ensuite les hipsters, les bobos, alors là vous pouvez utiliser tout le vocabulaire que vous voulez, voilà, et puis progressivement comme ça les classes moyennes arriveraient. Donc il y aurait ces étapes différentes qui conduiraient tous au même processus. Voilà. Donc un modèle un peu unique contre lequel nous avons voulu un peu nous positionner, en rappelant également que ce modèle justement qui était souvent décrit, il part beaucoup de l'illustration à partir des villes justement nord-américaines ou anglo-saxonnes. Or, historiquement, les processus d'urbanisation et la géographie sociale des villes européennes présentent quand même un certain nombre de caractéristiques très différentes dans la localisation des quartiers bourgeois, dans la localisation des quartiers populaires,
populaire, dans le rôle aussi des politiques publiques dans la fabrique urbaine, qui nous semblait suffisamment important, ces différences suffisamment importantes pour justement faire un pas de côté par rapport à ce discours généralisé. Ça, mais justement, par rapport à ces villes en fait que vous avez choisies, c'est qu'intéressant en fait dans ce livre, c'est que vous choisissez des villes avec des typologies, des morphologies et des histoires qui sont totalement différentes. Il peut y avoir des villes en fait qui ont connu la crise. Je pense à Roubaix, à Sheffield, qui sont d'ailleurs de tailles différentes et dans des situations différentes. Roubaix, c'est pas une ville de banlieue, mais c'est on va dire l'agglomération de Lille. Mais ensuite, il y a des villes comme Barcelone sur lesquelles vous avez travaillé, qui ont aussi une histoire qui est particulière. Je pense à Paris, un quartier de la Goutte d'Or, il y a le Bas-Montreuil, il y a des quartiers anciens comme Grenoble, comme Lyon, anciens historiques et centraux, surtout comme Lyon ou Grenoble. Et en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous travaillez vous arrivez à comparer des villes qui sont totalement différentes. Et donc, je sais pas, c'est comment la pertinence d'avoir fait ça. Et à l'inverse, jamais vous parlez des villes anglo-saxonnes, par exemple. Pourquoi ne pas avoir travaillé sur je pense à New York, par exemple, qui est un peu le symbole mondial de la gentrification. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de choses sur New York à dire. Par exemple, vous concentrez sur des villes européennes, principalement européennes, en morphologie différente. Pourquoi? Bien sûr. Alors, sur New York, moi j'ai tendance à dire maintenant que si j'avais pu me rendre à New York avant de commencer ma thèse sur Barcelone, j'aurais jamais travaillé sur la gentrification à Barcelone, parce que en fait on est sur des situations tellement différentes en termes d'ampleur du processus que effectivement on peut se demander quand on voit l'évolution des quartiers new-yorkais si le terme de gentrification est adapté dans le cas de Barcelone qui à l'époque quand je travaillais sur ma thèse au milieu des années 2000 restait relativement limité. Alors d'abord sur la comparabilité des terrains. Notre idée, c'était quand même d'arriver à une sorte de dénominateur commun de la gentrification qui rend justement comparable des terrains différents, des villes de taille différentes. En fait, l'approche qu'on défend dans notre ouvrage, c'est l'idée que la gentrification, c'est avant tout un rapport social inégalitaire d'appropriation de l'espace. C'est-à-dire le fait qu'on a des groupes sociaux qui sont inégalement dotés en capital culturel, en capital économique, en capital politique aussi, des ressources, des réseaux, etc. Et donc ces populations inégalement dotées sont mises en concurrence dans des logiques d'appropriation de l'espace, mais avec des inégalités face justement à la capacité de s'approprier l'espace. Et donc ce qui caractériserait l'espace urbain, bien sûr. Donc ce qui caractériserait la gentrification, c'est ça, c'est cette mise en confrontation de groupes sociaux inégalement dotés. Et donc cette situation de rapport de force, d'inégalité, on va la retrouver justement dans nos différents terrains, d'une certaine manière, quelle que soit l'échelle de l'agglomération, mais bien entendu avec des formes différentes, avec des logiques différentes, d'où le pluriel. Voilà. Alors ensuite, pourquoi avoir écarté le cas de New York? Bon, il y a plusieurs, ou de Londres d'ailleurs. Bon, il y a plusieurs raisons, ou Berlin, effectivement. Il y a une raison très pratique qui est nous, donc pour la plupart, avons travaillé sur des villes européennes et il y avait le souci aussi de repartir de nos propres travaux. New York, Londres sont des villes qui par ailleurs sont très étudiées. À l'inverse, l'analyse des processus de gentrification dans les villes européennes est finalement relativement minoritaire par rapport à justement l'ampleur des travaux qu'on peut avoir sur New York, sur Londres, même sur Montréal. Voilà. Donc il y avait l'idée aussi d'aller documenter d'autres terrains et qui, encore une fois, reposaient sans doute sur des logiques différentes puisque la géographie sociale des villes n'était pas la même. Et puis, il y avait aussi un souci dans notre cas qui était de vouloir vraiment partir de l'empirie, c'est-à-dire prendre un peu de distance avec des discours qui sont parfois très normatifs sur la gentrification. La gentrification, c'est mal, c'est bien. Et en fait, aller regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain, quoi. Moi, dans le cas de ma thèse, par exemple, j'avais été très frappé quand je commençais à travailler sur Barcelone de lire des articles scientifiques ou des articles de presse qui présentaient le centre ancien de Barcelone comme en cours de gentrification généralisée. Bon, mais quand on regarde ensuite statistiquement, quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que, j'avais le sentiment qu'en fait, on était assez loin et j'ai défendu cette idée qu'en fait, il se passait plein d'autres choses que de la gentrification dans le centre ancien de Barcelone. Ouais. Et une autre question aussi, moi, que j'avais, c'est-à-dire qu'en lisant le livre, j'ai le sentiment en général, même si vous n'insistez pas forcément sur ça, j'ai l'impression qu'en fait, ce phénomène de gentrification, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose de politique là-dedans, et économique aussi. Mais que c'est une volonté politique par l'agissement, ou le non-agissement d'ailleurs, par le laisser-faire ou par la volonté de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Oui, alors, bon...
j'ai envie de dire, tout dépend ce qu'on appelle par politique, tout ce qu'on entend par large, politique ou économique, effectivement, au sens large. Alors, en fait, ce qu'on essaie de montrer justement dans la comparaison de ces différents terrains, c'est que la gentrification peut reposer sur des logiques qui peuvent être relativement différentes. Alors, certes politiques, mais des logiques politiques différentes. Dans le cas de Roubaix, par exemple, que Max Rousseau décrit, la gentrification, c'est clairement une volonté politique de reconquête des quartiers, mais aussi une volonté politique de reconversion des circuits économiques. C'est-à-dire, dans une ville industrielle en crise dans les années 90, il y a une interrogation de la part des élites urbaines pour savoir, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on investit? Où placer les capitaux? Et à partir des années 90, la fabrique de la ville devient un peu moteur, justement, du réinvestissement des capitaux locaux. Et s'inscrit donc, la gentrification s'inscrit dans ce cadre-là, vraiment dans une logique de reconquête. Mathieu Giroux, quant à lui, dans le cadre de Lisbonne, et plus particulièrement du quartier d'Alcantara, montre qu'au contraire, c'est pas tant des logiques politiques très fortes qui impulsent la gentrification, mais c'est plutôt des tendances de fond, des tendances structurelles, progressives, qui viennent justement modifier les pratiques des quartiers, de ce quartier ancien, les populations de ce quartier ancien. Et pour ma part, dans le cas de Barcelone, j'ai tâché de montrer que la municipalité de Barcelone avait clairement pris position contre la gentrification au début des années 80, mais malgré tout, malgré cette politique qui avait été mise en place, on constate plutôt un renforcement des inégalités dans le centre ancien. De Franco aussi, notamment à l'époque, dans voilà, alors effectivement, voulait, on peut trouver une continuité, des éléments de rupture, mais bon, voilà, il y avait l'idée que malgré tout, la gentrification pointait son nez en quelque sorte dans le centre ancien. Voilà, donc au final, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a une multiplicité de facteurs qui expliquent justement cette gentrification. Il y a des facteurs qui sont liés à la fois aux mutations du marché du travail, la féminisation aussi de l'emploi, puisque du coup, on arrive avec des ménages où il y a 2 salaires, donc ça ouvre de nouvelles perspectives d'investissement immobilier. Ça implique aussi de nouvelles stratégies de localisation résidentielle. Les incertitudes sur le marché de l'emploi aussi peuvent expliquer dans certains cas la gentrification. Anaïs Collet le montre très bien dans le cas de Montreuil. En gros, ce qu'elle dit, c'est que avec, notamment dans les milieux artistiques et dans les domaines artistiques où la question de l'intermittence est cruciale, la sécurisation du patrimoine par l'investissement immobilier est un moyen de sécuriser, justement, de contrebalancer l'insécurité sur la trajectoire professionnelle. Voilà. Il y a bien entendu les politiques d'attractivité aussi des grandes métropoles contribuent à la gentrification en favorisant des projets urbains pour attirer les élites. Il y a eu, alors, un peu dans la continuité des travaux de Richard Florida, qui a longtemps défendu l'idée que les métropoles devaient mettre en avant leurs ressources territoriales. Un certain nombre d'agglomérations ont suivi un peu cette doctrine, pour dire les choses clairement. Voilà. Donc, au final, on avance l'idée que la gentrification, elle s'explique à la fois par des facteurs macroéconomiques, des logiques de politique publique, mais aussi des effets de contexte qui sont locaux. Oui, avec un intérêt à renouveler la population, et avoir une voilà, il y a aussi les enjeux de renouvellement de la population sur des enjeux électoralistes ou fiscaux, bien entendu. Et une autre question aussi que j'avais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des aspects qui sont assez contradictoires dans ces phénomènes de gentrification, et est-ce que c'est une chance ou pas pour ces quartiers anciens? Parce qu'en définitive, il y a quand même est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, on pourrait dire qu'il y a de la ségrégation en fait dans ces phénomènes, entre les dominants et dominés, entre les nouveaux arrivants? Et il y a des exemples assez intéressants. Je pense, par exemple, à Paris, au quartier de la Goutte d'Or, il y a eu cette volonté de créer de la mixité sociale. Et en fait, en définitive, est-ce que c'est pas quelque chose qui est totalement illusoire, cette volonté qui est toujours politique, en définitive? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est une chance ou pas? Donc ça, c'est la première question. Ouais. Ça, c'est un vaste débat, à savoir si la gentrification, c'est bien ou c'est mal. C'est pour reprendre le titre de l'Obs qui chronique justement la sortie de cet ouvrage. Et effectivement, on pourrait faire une liste avantages, inconvénients de la gentrification, atouts de la gentrification, défauts de la gentrification. Bon, pour nous, c'est un peu une impasse en fait cette approche, et c'est l'idée qu'on défend notamment avec Mathieu Giroux dans l'un des chapitres sur les politiques de gentrification. C'est un peu une impasse puisque ça amène à oublier à qui sert et à quoi sert et à qui servent ces transformations. Parce que oui, bien sûr, ce qui accompagne la gentrification, c'est la revalorisation du paysage urbain, c'est la patrimonialisation dans certains cas, l'évolution du commerce, l'apparition de nouveaux types de commerce, l'évolution des pratiques urbaines. Voilà, la lutte contre l'insécurité, l'insalubrité. Donc, effectivement, il y a des aspects positifs, si on peut dire, dans la gentrification. Mais ils ne sont positifs que pour certaines parties de la
une partie de la population, celle qui est destinée à rester. Voilà. Donc pour nous, il faut sortir un peu de cette impasse pour ou contre, avantages, inconvénients, en se demandant à quoi servent ces transformations et qui profite de ces transformations. Et c'est là que effectivement, et donc j'en arrive au deuxième point de votre question, ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, effectivement, statistiquement, la gentrification, c'est une forme de mixité sociale. C'est-à-dire que statistiquement, quand la gentrification démarre dans un quartier, bah oui, on a une plus grande hétérogénéité sociale. Effectivement, on a des PCS, professions et catégories socio-professionnelles plus variées, une plus grande mixité générationnelle, mixité de revenus. Donc oui, statistiquement, on a de la mixité sociale. Sauf que, dans bien des cas, à terme, cette gentrification, elle débouche sur l'éviction des catégories populaires, le peuple, pour reprendre l'expression de l'intervenant précédent. Et donc, on est plutôt, in fine, dans des logiques de renforcement des inégalités, de renforcement des ségrégations. Et donc, ces évolutions qu'on pourrait, dans un certain sens, dans un certain discours, considérer comme positives, elles se font à l'exclusion, en fait, d'autres populations. Parce qu'il y a des exemples intéressants aussi que vous citez, notamment sur ces nouvelles populations. Là, je parle toujours de la Goutte d'Or à Paris. Vous citez, par exemple, ce cas alors je ne sais plus si c'est vous ou vos collègues, mais de ces gens qui arrivent et par exemple en fait qui vont scolariser, ils vont habiter le quartier mais ils vont pas scolariser leur enfant parce qu'elle part sur l'éducation aussi. Ils vont traverser la route, alors je n'ai plus le nom de la route dans ce quartier pour le mettre, je connais pas bien Paris, mais de l'autre côté de Montmartre ou vers là-bas, on veut bien, il y a quelque part ce phénomène, on veut bien de la mixité, on veut bien cohabiter, mais par contre, sur l'éducation, c'est quand même quelque chose qui est différent. On peut cohabiter, mais pas sur tout. En fait, il y a ça qui est intéressant, en fait, là-dedans. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ce que montre très bien Lydie Launay, Anaïs Collet, Marie Chabrol dans leurs travaux. Et donc, c'est des idées qu'on a reprises aussi dans l'ouvrage. C'est que effectivement, il y a un discours contradictoire, une illusion de mixité sociale qu'on retrouve dans le discours dominant des gentrifieurs. Le terme est pas très joli, mais c'est le terme consacré dans la littérature scientifique. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, habiter dans un quartier populaire, c'est la promotion du vivre ensemble, de la mixité sociale, de la cohabitation. Mais en réalité, ce qu'on constate dans bien des cas, c'est que ces mêmes personnes qui prônent le vivre ensemble inscrivent leurs enfants dans d'autres écoles, voire dans le privé, ne pratiquent pas les mêmes commerces que les populations populaires, les mêmes lieux d'échange, les mêmes lieux culturels. Et même dans certains cas, il y a une sorte de déception de la part de ces gentrifieurs. Marie et Lydie le montrent très bien dans le cas de la Goutte d'Or, c'est-à-dire des populations qui s'installent dans ce quartier parce que, effectivement, ils sont pas très chers. Et puis derrière, il y a une politique municipale qui fait que potentiellement, il y a quand même des enjeux de plus-value immobilière. Et puis qu'effectivement, c'est un quartier qui a du cachet et qui se rendent compte au bout de 2-3 ans qu'en fait, ils supportent pas. Donc les enquêtés de Marie et Lydie le disent. Ils supportent pas en fait vivre dans ce quartier. Voilà. Je rentre pas dans le détail, mais il y a l'idée qu'en fait, ça correspond pas à l'image qu'ils s'en faisaient du vivre ensemble et de la mixité. Voilà. Et donc parfois, des populations qui quittent ensuite ce quartier assez rapidement. Et en fait, ce que ça nous montre aussi, c'est que la gentrification n'est pas inéluctable. Et qu'il y a des formes de résistance à la gentrification. Alors, il y a des formes qui peuvent être très collectives, très organisées. On parlait de Nuit debout ou d'autres formes de manifestations. L'année dernière, à Londres, il y a eu des manifestations anti-gentrification. Mais dans certains cas, et ça, c'est notamment la thèse que Mathieu Giroud défendait, cette résistance à la gentrification, elle peut prendre des formes beaucoup plus informelles, beaucoup plus ordinaires. Le fait de continuer à fréquenter un quartier pour des classes populaires, par exemple, même s'ils ont déménagé, c'est une forme de résistance à la gentrification. Ce qu'il appelle la continuité des pratiques, c'est-à-dire l'idée que il y a encore ces pratiques urbaines, ces pratiques populaires qui restent vivaces dans un quartier. C'est une forme de résistance à la gentrification, à l'imposition de nouvelles pratiques ou de nouvelles valeurs. Et justement, pour parler de cette résistance, moi, je voudrais m'envoyer la photo là, qui m'avait paru pertinente. En fait, il y a 3 ans de ça, 3-4 ans, j'avais été du côté de Toronto, et sur un quartier qui s'appelait Spadina, il me semble, qui est un quartier asiatique. Et il y avait la volonté, donc, il devait s'installer un supermarché, un Walmart, qui était l'équivalent d'un Carrefour en France, en fait. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait ce mur avec ce taille qui avait écrit Gentrification is colonialism en anglais. Donc la gentrification, c'est du colonialisme. Et c'était assez intéressant parce qu'on voyait bien, en fait, sur cette résistance, que la résistance contre ce supermarché ne venait pas, entre guillemets, ce que vous appelez les personnes déjà là, les habitants historiques du quartier, mais c'était vraiment une résistance qui est paradoxale, qui venait
par les nouveaux arrivants, par les bobos, les hipsters, les artistes. Mais bon, c'était évident en fait. C'était pas écrit dessus, mais c'était évident. Il y avait même les petits enfants qui avaient signé le truc. Enfin, c'était assez, ça m'avait marqué en fait. Ouais. Et est-ce que c'est pas un peu paradoxal tout ça? Et est-ce que quelque part on peut dire que la gentrification c'est du colonialisme en fait? Alors effectivement, cette photo elle est super parce que elle dit plein de choses en fait. Elle dit plein de choses. Alors gentrification c'est le colonialisme. Alors bon, d'abord il y a plusieurs choses dans cette photo. Effectivement, le fait que ce soit plutôt l'œuvre de nouveaux arrivants, d'artistes, de bobos, yuppies ou tout ce que vous voulez. Bon, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette illusion que les nouveaux arrivants vont défendre les intérêts des classes populaires. Hein. Ça aussi, c'est un discours qu'on trouve beaucoup parmi les gentrifieurs et qu'ils sont là en quelque sorte pour défendre. Hein. C'est pas de la démocratie directe, c'est une forme de prendre la parole au nom des dominés. Prendre la parole au nom. Donc il y a ça dans ce discours, dans ce tag, mais qui effectivement relève de l'illusion du vivre ensemble, hein, dans une certaine mesure. Et puis alors sur le terme de colonialisme, c'est très intéressant parce que effectivement les travaux sur la gentrification, et Lydie Launay insiste beaucoup là-dessus, montrent bien que ces quartiers populaires, dans certains cas, c'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Lisbonne par exemple, sont aussi des quartiers où les populations d'origine étrangère sont relativement surreprésentées par rapport justement aux populations dites nationales. Et donc l'arrivée de classes moyennes, plutôt nationales, plutôt domestiques, hein, pour reprendre le terme anglais, dans ces quartiers où les populations étrangères sont surreprésentées, c'est peut-être interprété effectivement comme une forme de reconquête de quartiers ethniques par des populations nationales, avec un discours, un vocabulaire sur le fait qu'on va civiliser ces quartiers, apporter de nouvelles valeurs, hein, les valeurs de la mixité, les valeurs de l'éducation, les valeurs de la promotion sociale, de la promotion économique. Donc oui, d'une certaine sorte, la métaphore du colonialisme est plutôt adaptée à la situation. Alors moi, ce qui m'étonne dans le cas de cette photo, c'est Walmart, parce que effectivement, Walmart, c'est, comme vous dites, c'est l'équivalent de Carrefour, c'est super Carrefour, quoi. C'est à des ampleurs très larges. Or, il est vrai que dans les pratiques des gentrifieurs, on associe plutôt des logiques de distinction dans les pratiques commerciales, des logiques de distinction, le commerce, les magasins bio, des commerces, pas ces grands supermarchés-là. Bon, voilà, là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais effectivement, c'est assez intriguant. Voilà, c'est assez intriguant. Écoutez, merci. Je vous invite à venir consulter le livre qui est disponible là-haut.